Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathieu Tomaso, je suis interne en 5e semestre à Caen et porte-parole de l'ISNAR-IMG. Je déclare mes conflits d'intérêts. Avant d'être porte-parole, j'étais cet été en charge de la lutte contre les conflits d'intérêts à l'ISNAR-IMG et de la campagne No Free Lunch, notamment, dont le but était d'ouvrir à la réflexion sur le sujet. C'est donc un thème qui me tient à cœur. L'ISNAR-IMG, en tant qu'intersyndicale, a des partenariats avec certaines revues, dont Prescrire et avec le Forum Indep, ce qui est donc aussi un conflit d'intérêts à signaler dans le cadre de cette intervention. Mais d'abord, être contre les conflits d'intérêts, c'est quoi? C'est à cette question que nous sommes obligés de répondre pour pouvoir commenter l'actualité de ce sujet. Être contre les conflits d'intérêts, ce n'est pas être anti-labo. Un travail avec eux est nécessaire, nous en sommes conscients. Ce sont eux qui produisent les médicaments, qui les conditionnent, qui les fournissent et qui les développent. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir tout à l'heure sur la loi dite anti-cadeau qui est passée cet été. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais parmi les cafés-débats que nous vous proposons avec nos partenaires, il n'y en a aucun avec les entreprises du médicament. Ce n'est pas parce que nous avons oublié de les contacter ou parce qu'elles auraient refusé de nous subventionner, ils paient souvent rubis sur l'ongle pour ce genre d'événement, ni même parce que c'est plus facile d'aller chercher l'argent ailleurs ou que nous n'en aurions pas besoin. L'inscription à ce congrès vous est offerte, vous imaginez bien que ça a un coût. La formation, de manière générale, a un coût. Pour la formation médicale initiale, il est consensuel en France que ce coût doit être assumé par l'État et non par des entreprises privées pour éviter des dérives. Imaginons qu'une entreprise commercialisant des sodas propose de nous payer nos enseignements de nutrition. Bien sûr, c'est facile, ils ont de l'argent, nous en avons besoin. Mais on se doute assez vite que les contreparties exigées d'un tel subventionnement iraient à l'encontre des objectifs de prévention qui doivent être les nôtres en tant que généralistes. Il semble logique que les objectifs commerciaux d'une entreprise soient assez peu compatibles avec les objectifs de santé publique. Cette logique devrait donc s'appliquer également pour la formation continue. Cependant, par définition, le public visé par cette formation continue est un public déjà formé et capable de réflexion sur les données qu'on lui apporte. Mais justement, notre statut de docteur se retourne parfois contre nous. Après plus de 6, 7, 8 ans d'études, nous sommes tous capables de réflexion. Mais ce n'est pas le problème, car elle peut être contournée. Même les personnes les plus vigilantes sont sensibles à la publicité, par exemple. C'est le travail des publicitaires de faire passer leur message pour nous encourager à consommer sans que nous nous en rendions compte, et sans que nous nous rendions compte que nous sommes réceptifs à cette information. D'ailleurs, si vous demandez à n'importe qui s'il est réceptif à la publicité, tous vous répondront non. Ça s'appelle le sentiment d'invulnérabilité, que beaucoup d'études ont mis en évidence. Dans cette logique, notre formation continue devrait donc être, elle aussi, préservée de toute influence publicitaire. Mais parfois, un médecin qui veut se former, rester à jour, connaître les modalités d'administration de la dernière association corticoïde avec bronchodilatateur, par exemple, va accueillir un représentant d'une entreprise qui commercialise et fait la promotion de ce produit. C'est là que se situe la confusion. L'information à caractère publicitaire n'est pas une formation. Je vous parlais tout à l'heure du sentiment d'invulnérabilité qui nous fait penser à tort que notre niveau d'études nous protège de la publicité. Il y a autre chose qui est connue depuis longtemps des sociologues et des spécialistes du marketing que des études successives ne cessent de confirmer, c'est l'obligation de réciprocité. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, un cadeau, un repas, il se crée un lien, que l'on appelle lien de réciprocité.
Comme tout ce qui est inconscient, c'est difficile de se le représenter et surtout de se sentir vulnérable. Mais là encore, des études le montrent. Les médecins qui assistent à une présentation d'un médicament avec un repas, même minime, prescrivent significativement plus par la suite ce médicament que ceux qui n'ont pas eu de repas offert. Mais comme nous l'avons dit, la formation a un coût. Ce congrès n'est gratuit pour vous que parce que nous avons d'autres partenaires, notamment des collectivités territoriales, des start-up et d'autres. La revue Prescrire aussi est notre partenaire, ce qui nous permet de vous proposer des réductions, si vous souhaitez vous y abonner par exemple. Mais certains congrès sont payants, le transport et le logement aussi. Or, vous savez bien que la manière la plus facile d'avoir ces subventions est de passer par l'industrie, qui finance également certaines présentations dans les services, malheureusement souvent perçues comme la seule source de formation. Ou plutôt, l'industrie financée. Car en effet, la situation a changé cet été. La loi santé a acté l'interdiction à, je cite, « toute personne commercialisant ou produisant des produits de santé », fin de citation, d'offrir des avantages en nature ou en espèces aux étudiants en santé en formation initiale. Autrement dit, depuis cet été, les promoteurs de médicaments ne peuvent plus payer de repas, de transport, de logement, de congrès, aux étudiants internes compris. Et si on réfléchit sur la base de différentes études que je vous ai citées plus tôt, c'est cohérent pour assurer l'indépendance de notre formation. Mais le timing de cette loi pose un problème majeur. Contrairement à une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans les couloirs des hôpitaux, c'est bien le gouvernement qui a voulu cette loi seul. Aucune association ou syndicat n'a, à notre connaissance, été consulté avant son adoption. Notre avis n'a pas été demandé, ni même à celui de nos partenaires du Formindep, qui militent pourtant pour une formation médicale indépendante. Donc sans concertation, sans information, la parution de cette loi a causé d'énormes problèmes logistiques pour beaucoup d'internes qui comptaient sur ces subventions pour se rendre à des congrès. Nous avons donc déploré publiquement la manière dont est sortie cette loi. Car si l'intention derrière cette législation est en accord avec les données de la science, on ne peut pas retirer des financements brusquement sans prendre en compte les conséquences. Notre formation a un coût, je le répète. Si nous ne pouvons plus compter sur les acteurs privés pour nous former, ce qui n'est pas dans l'absolu une mauvaise chose, il faut impérativement que des moyens conséquents soient mis en place pour nous permettre de continuer à bien nous former. C'est ce que nous avons demandé en réaction à la parution de cette loi, sans réaction de la part des pouvoirs publics. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté les différents responsables. Nous en avons parlé aux doyens pour leur rappeler que c'est normalement à l'université d'assurer la formation initiale et continue des médecins, sans réponse. Nous sommes aussi allés voir les responsables au ministère, car c'est facile d'en demander toujours plus à l'université, mais sans les moyens correspondants, ils ne pourront pas assumer une telle charge. Sans réponse, là encore, mais nous espérons que Monsieur le ministre nous en dira plus tout à l'heure. Car il est difficile de faire bouger les choses quand les responsables y semblent indifférents. Mais le Conseil national de l'Ordre des médecins évoque actuellement l'idée d'un fonds commun, à l'image de celui qui se fait actuellement pour le développement continu, le développement professionnel continu, le DPC. Pour faire simple, en fait, les entreprises cotisent et l'argent est ensuite réparti entre les différents organismes de DPC. La même chose serait envisageable pour les internes. Des solutions sont donc possibles, mais il manque maintenant une forte volonté politique et des moyens pour faire bouger les choses. Pour conclure, même si nous savons que l'intérêt des entreprises n'est pas le même que celui des patients, il est indispensable de garder à l'esprit que notre formation a un coût. Concrètement, dans notre pratique quotidienne,
il est inutile et souvent contre-productif d'être dogmatique sur ces questions, mais nous sommes la génération qui prend conscience que la réflexion sur nos conflits d'intérêts est un gage de qualité de notre formation et donc de notre pratique. Réussir à garder au quotidien un regard critique sur les informations qui leur sont proposées, c'est aussi ce qu'attendent les patients de leurs soignants de demain. Et justement, si vous souhaitez la documentation pour continuer à réfléchir sur ces sujets, je vous invite à consulter quelques éléments de cette bibliographie qui vous permettront d'approfondir vos réflexions et qui est disponible sur notre stand. Je vous remercie et je suis désolé, moi non plus, de ne pas avoir la possibilité de vous laisser poser les questions sur ce temps d'échange. Nous avions prévu un temps d'échange pour ça, mais nous avons dû adapter notre emploi du temps, comme nous vous avons dit tout à l'heure. Je vous rappelle donc que Monsieur le ministre s'adressera à nous ce midi. Il faut donc que vous soyez tous assis dans cette salle à 13h45. Attention, parce que passé ce délai, nous serons obligés de fermer les portes. Donc faites bien attention à être là en avance. Et en attendant, je vous laisse aller prendre un café avec nos partenaires, qui sont très importants, car ce sont eux qui vous permettent d'avoir un congrès entièrement indépendant de l'industrie du médicament. Merci et bonne journée à tous.